toutes et à tous. Bonjour. Alors, je ne vous vois pas, mais je suis très heureux de vous retrouver. Je m'appelle Henri Landes, je suis le cofondateur de Landestini. Et pour toutes les personnes qui nous rejoignent sur Facebook aujourd'hui, pour le premier live de Landestini, je vous assure, on a un très, très beau programme. Je vous dis bonjour. Je vais voir au fur et à mesure vous inscrire. Si vous voulez dire qui vous êtes et de quelle école, de quelle organisation dans la Coupe de France du potager, n'hésitez surtout pas à l'écrire en dessous des commentaires. Et je vais procéder à le lancement de ce premier live de la Coupe de France du potager. C'est un plaisir de vous retrouver. Fanny Agostini, moi-même, Nelsina da Silva, Claire Garnier de l'équipe Landestini, Coupe de France du potager. On est là à votre disposition pour échanger dès ce premier live Facebook pour vous accompagner tout au long du concours. Alors, je vais répondre aux questions que vous avez posées sur l'organisation du concours dans un troisième temps aujourd'hui, parce que nous avons deux autres choses à faire ensemble aujourd'hui. La première, c'est de vous présenter notre ambassadrice de la Coupe de France de potager, championne du monde de ski, spécialisée dans le ski acrobatique. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres dans le ski acrobatique. Si c'est le cas, merci de le dire sur le live Facebook. Écrivez, je suis aussi champion du monde ou champion, ou j'adore le ski acrobatique. Comme ça va permettre à notre chère ambassadrice Perrine Lafont de réagir quand on va l'interviewer. Vous la voyez, elle est avec nous. Nous sommes vraiment touchés par la mobilisation de sportifs de haut niveau en faveur de Landestini, en faveur de la jeunesse, en faveur de l'environnement et du développement durable. Précisément, la Coupe de France du potager, c'est un projet pour valoriser l'entretien, la création, l'inspiration par les potagers dans les établissements scolaires, dans les associations, dans les structures de jeunesse partout en France. Et Perrine Lafont fait partie des sportifs de haut niveau qui souhaitaient souscrire à cette démarche, soutenir ce projet en faveur de la jeunesse. Et nous en sommes très reconnaissants. Et elle est avec nous aujourd'hui pour parler de cette Coupe de France du potager, mais surtout aussi de nous dire pourquoi elle, en tant que sportive de haut niveau, de très haut niveau, tient à s'engager en faveur de l'environnement, en faveur de la biodiversité, en faveur de l'éducation des jeunes. Ça sera notre premier échange d'aujourd'hui. Nous avons ensuite une très, très belle séquence avec, vous le voyez, je ne sais pas s'il est au-dessus de moi dans les cases, ça c'est la beauté de Zoom, on ne sait pas où est chacun sur les écrans de chacun, mais Laurent Rohr, il est avec nous aujourd'hui, il est directeur de la ferme urbaine de Clermont-Ferrand. Il est aussi, il écrit des romans, je le dis tout de suite parce que parfois on l'oublie, mais c'est quelqu'un de très littéraire, très, très brillant, mais aussi qui passe ses journées les mains dans la terre à fabriquer un magnifique potager, lui-même, une ferme urbaine à Clermont-Ferrand, spécialiste de la permaculture, de l'agroécologie, de l'agriculture bio, diplômé d'un BPREA, pour ceux qui s'intéressent au diplôme dans l'agriculture. Et c'est lui qui va échanger avec vous ensuite sur vos questions précises sur comment mettre en place votre potager. Alors, après cela, je répondrai aux questions concernant les lots, l'organisation du concours. On est très heureux de faire ce premier live avec vous. Et s'il n'y a pas d'autres, je vais regarder très vite, hein, ne soyez pas choqués, je regarde de temps en temps vos commentaires en même temps. S'il y a des oppositions à ce programme que vous avez fait. Premier commentaire, Jérôme Lachaze. Merci Jérôme d'être avec nous, un ami de Landestini aussi. C'est quelqu'un de très, très engagé sur les questions de sport et de développement durable. On dirait que c'est en vogue en ce moment, mais c'est plus qu'une mode, c'est quelque chose de fondamental, comment le sport peut s'engager en faveur de l'écologie. C'est quelque chose qui est lié aussi à l'éducation. Pourquoi? Parce qu'on parle souvent des jeunes. Vous avez une influence très, très forte sur les jeunes. Et c'est comme ça que je vais poser la première question à Perrine, mais pas précisément encore sur l'écologie. Perrine, comment ça va et comment se passe un petit peu la saison en ce moment? Période Covid-19, le ski, qu'est-ce qu'on fait? Mais d'abord, bonjour à tous. Merci de me recevoir sur ce live. C'est pour moi une grande fierté d'être ici aujourd'hui. Et pour la petite question ski, bah, c'est vrai que tout est un petit peu chamboulé. On a pas mal de compétitions qui se sont annulées. On a fait un petit stage à l'Alpe d'Huez durant les 15 derniers jours. Donc, c'est déjà cool qu'on ait pu s'entraîner en France. Et là, normalement, on devrait partir aux États-Unis pour la prochaine Coupe du Monde ce week-end. Enfin, la semaine prochaine et on part ce week-end. Mais tout est un peu chamboulé, mais écoutez, on s'adapte, hein. Oui, on s'adapte. Alors, tu es de l'Ariège. Tu as grandi un petit peu dans différents endroits. Tu t'entraînes où?
aujourd'hui? Principalement, notre base, elle est à Albertville, donc Hmm. en Savoie. Et après, ben, quand on est sur les skis, on est principalement à Tignes, ou ben, là, on est, comme je l'ai dit, on était à l'Alpe d'Huez. Mais après, c'est vrai qu'on bouge quand même beaucoup en fonction des saisons. Si c'est l'été, ben, on va aller skier en Australie pour retrouver la neige ou plein de choses comme ça, quoi. Oui. Et quand est-ce que ça, tu as, d'une certaine manière, tu as eu cette sensibilité sur l'environnement, sur le climat? Parce que c'est quelque chose qui te touche depuis plusieurs années maintenant. Oui, alors c'est vrai que moi j'ai toujours été sensibilisée de par l'éducation que j'ai eue. En fait, mes parents étaient des grands sportifs, mais surtout grands sportifs en milieu extérieur. Donc on faisait de l'escalade, de la randonnée, du VTT, du ski. On a toujours fait plein de choses. Donc j'ai toujours été en contact direct avec la nature. Et dès très jeune aussi, ils m'ont sensibilisée bah, par les choses banales de la vie, au tri sélectif, à essayer de ne pas faire trop de déchets au compost, ce genre de choses. Et donc, c'est vrai que je l'ai eu dans mon éducation. Et après, je pense que le vrai déclic que j'ai eu au niveau de l'écologie, c'est quand, il y a à peu près 2 3 ans, tous les étés, en fait, on va skier sur le glacier de Tignes. Et c'est vrai que bah, avec le réchauffement climatique, on voit le glacier fondre à vue d'œil. Et c'est vrai que ça m'a choquée, ça m'a fait mal au cœur. Et c'est là que je me suis dit, OK, il faut faire quelque chose pour peut-être qu'on n'arrivera pas à l'arrêter, mais au moins aider et améliorer les choses un petit peu parce que c'est terrible l'impact que ça a sur nos montagnes, sur notre vie en quotidien. Et voilà, j'avais envie de m'investir dans ce sujet-là, quoi, en tout cas. Et c'est en ce sens que tu organises un événement de sensibilisation des jeunes. Je crois que c'est dans les Pyrénées, si je ne me trompe pas. Et c'est fin mars cette année, c'est la deuxième édition. Enfin, on espère que c'est fin mars cette année. Oui, voilà, exactement. Alors en fait, on fait un petit événement où ben, moi, avec les jeunes, je leur transmets ma passion du ski, mais j'avais envie de leur transmettre aussi cette sensibilisation au niveau de l'écologie, parce que pour moi, c'est dès le plus jeune âge qu'en fait, on prend les bonnes manières, comme moi, je l'ai eu avec mes parents. Et je me suis dit, ben, à travers de cet événement, c'est une super opportunité de pouvoir sensibiliser les jeunes directement à l'écologie. Et donc voilà, ce sera normalement, enfin, on croise les doigts au mois de mars cette année pour bah, voilà, discuter autour de l'écologie, les sensibiliser, voir eux leur vision aussi qu'ils ont de ce qu'ils ont déjà appris à l'école ou même à la maison et pouvoir voilà, travailler ensemble pour avancer tout simplement. Est-ce que d'autres skieuses ou skieurs autour de toi parlent de ces sujets avec toi? Tu arrives à de temps en temps les embarquer sur une opération? Est-ce que c'est tabou? Alors c'est vrai qu'on y est tous sensibilisés quand même parce que bah, nous en tant que skieurs, je pense qu'on est enfin les premiers impactés avec le manque de neige en station, donc tout le monde y est sensibilisé. Après c'est vrai que bah, tout le monde n'a pas fait les... euh, en tout cas, j'essaye de les embarquer dans ce projet-là et l'événement que je fais, donc il vient de commencer, et ce serait eux aussi, ben, voilà, peut-être les amener sur ce projet, mais enfin, on voit quand même beaucoup de sportifs qui s'engagent sur cette cause-là. Au niveau du ski, on voit Chloé Trespech qui fait du snowboard cross, surtout aussi chez les athlètes d'été. Notamment au niveau des surfeurs, on voit Pauline Ado, on voit Justine Dupont qui essaye de sensibiliser les jeunes en genre ramassant les déchets sur la plage. Et c'est vrai que je pense que nous, en tant que sportifs, on a un vrai discours au niveau des médias, mais aussi au niveau des jeunes. On les inspire, on arrive parfois bah, à les sensibiliser à certaines causes. Et je pense qu'il faut qu'on se serve de justement l'aura qu'on a pour bah, s'en servir à voilà, avoir un impact au niveau des prochaines générations, quoi. Oui. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions pour Perrine, à les poser sur Facebook. Ils me sont relayés, je les regarderai, je vérifierai qu'on les pose à Perrine. Justement, Perrine, est-ce que tu as eu je sais pas, des retours parfois de jeunes qui t'ont vraiment inspiré? J'imagine que oui, mais peut-être si tu as une anecdote d'une fois où il y a un jeune qui t'a dit quelque chose qui t'a particulièrement motivé, pas besoin d'être en lien avec le développement durable, mais des moments vraiment où tu as vu que bah, non seulement je peux avoir un rôle d'influence auprès de la jeunesse, mais elle aussi, elle m'inspire. Euh, alors j'en ai eu plein, vraiment, vraiment beaucoup, surtout après ma médaille à Pyeongchang.
le nombre d'enfants et même d'adultes et même de personnes âgées qui m'ont dit: «Mais vous m'avez fait pleurer devant ma télé» Ouais. et ça, je crois que c'était un des plus beaux messages que j'ai reçus parce que, bah, c'est là que je me suis rendu compte, OK, grâce au sport, l'impact qu'on peut avoir sur les gens, c'est juste incroyable, en fait. Et c'est pour ça que nous, quand on a créé Land Destiny avec plusieurs personnes, on se disait le sport, l'activité physique, la compétition saine, c'est quelque chose que nous avons envie, pas d'exploiter, mais de lier à la préservation de la nature, surtout les sports en plein air, les sports en pleine nature ou à l'extérieur. Et c'est parce que c'est ce sentiment de pas de satisfaction, de gratitude, d'espoir que vous envoyez, il est unique. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment super que tu t'engages avec nous, que tu envoies ce message à la jeunesse que bah, même si moi je suis sur les pistes de ski, bah, faire un potager dans les écoles, bah, ça m'intéresse que vous sachiez que moi je trouve ça génial. Et donc tu es notre ambassadrice. Chaque ambassadeur est ambassadeur de la Coupe de France du potager tout court, mais aussi on rattache à un territoire. Toi, étant de l'Ariège, qu'est-ce que ça te fait d'être ambassadrice de l'Ariège et tous les établissements scolaires et associations qui participeraient de là-bas? Bah, c'est vrai que, enfin, moi, j'ai toujours été hyper attachée à mon département, à l'Ariège, aux Pyrénées, parce que c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai toute ma famille, tous mes amis de jeunesse et en plus, bah, c'est là que j'ai appris à skier, que tout a commencé pour, ma carrière sportive et l'Ariège, pour moi, est un environnement hyper sain. C'est vrai que c'est la nature, c'est le grand bol d'air frais et c'est pour ça que, ben, voilà, je suis heureuse que ce projet, il mette en lumière l'Ariège aussi et qu'on construise quelque chose ensemble, étant donné que je suis hyper attachée, bah, à mes origines et voilà, j'ai envie, un petit peu de les embarquer dans tous mes projets, que ce soit l'écologie, le sport ou ce genre de choses, quoi. Et ce que nous allons proposer, hein, dès qu'il y a quelques établissements qui s'inscrivent, donc ton ancien collège, nous lui faisons un petit shout-out, comme on dit en anglais, un petit bonjour particulier pour qu'il s'inscrive. Obligatoire hein, maintenant que Périna Point est ambassadrice, vous êtes obligés, on le dit gentiment, mais il faut qu'on fasse quelque chose là-bas, en présentiel si on peut, évidemment. Mais ce serait chouette entre maintenant et la fin du concours de passer en Ariège. Et j'espère que ton événement fin mars, on va pouvoir le faire. Tu peux compter sur la présence de Landestini, en tout cas, pour de la pédagogie sur les questions climat et biodiversité. Est-ce que tu penses qu'il y a une opportunité pour via le ski, est-ce que tu penses que les stations, les skieurs, les skieuses, on a parlé un petit peu de ton entourage proche, mais est-ce que toi, tu attends à ce que le ski, comme institution aussi, se dise maintenant, on se mobilise à niveau national, international, autant pour la jeunesse, pour qu'on forme des éco-citoyens, euh, et aussi pour le climat tout simplement. Est-ce que tu as cette attente? Est-ce que tu crois que c'est faisable? Est-ce que c'est trop compliqué? Bah, je pense qu'il va falloir déjà, je pense que ça va même pas être un choix ou quoi, il va falloir parce qu'on voit à quel point, bah, le réchauffement climatique va vite. On voit à quel point ça devient de plus en plus compliqué aux stations de ski d'ouvrir au mois de décembre. Donc il va falloir se réadapter, comme les marques de voitures le font en essayant d'avoir des voitures plus propres maintenant, bah, tout le monde va être obligé de s'y mettre et c'est marrant parce que de cette question parce que la semaine dernière, donc j'étais à l'Alpe d'Huez et on était avec la dameuse. En fait, vous savez, la dameuse, c'est la machine qui dame les pistes de ski. Et donc, elle nous remettait un petit peu de neige dans notre piste. Et je discutais avec un pisteur et c'est vrai qu'on me disait, oh, mais la consommation Ouais. d'essence que ça doit avoir, ce genre de machine, parce que c'est énorme. Et en fait, eh ben, je lui dis, mais enfin, il n'y a pas des machines à hydrogène. Et il me dit, si, justement, ça commence à venir. Nous, justement, on en a une sur la station. Et donc, je pense que voilà, ça va se faire naturellement et ça va se faire clairement dans les stations de ski. Voilà, au niveau des machines, des infrastructures, des télésièges et tout, on va venir sur quelque chose de plus sain. Je pense quelque chose tout bête, hein, les télésièges, bon, bah, on met des panneaux solaires dessus et
voilà, on peut évoluer vers des stations de ski qui sont plus propres et avec moins d'émissions aussi, ça c'est sûr. Est-ce que là, je passe des stations de ski, mais je reviens un petit peu sur le végétal, le potager. Entre tous ces entraînements, ces compétitions, ces Jeux olympiques, tu arrives à mettre les mains dans la terre et faire un petit peu de jardinage? Alors moi, j'ai pas du tout la main verte. Alors je sais pas si Tu es au bon c'est endroit. Tu es au bon endroit. On va en parler après. alors je sais pas si c'est parce que du coup, ben, je pars souvent de chez moi et du coup quand je reviens, ben, mes plantes, elles sont mortes. Là, ouais, j'essaie de faire pousser pardon des petites tomates cerises. Celles-là, elles ont bien poussé en tout cas, mais il faut que ouais, je demande à la voisine qu'elle vienne me les arroser parce que sinon quand je pars en stage, elles meurent. Mais j'ai la après je fais mon compost, voilà, le tri sélectif, mais c'est vrai que bon, je suis preneuse de petits conseils, pour le potager parce que pour l'instant, c'est un peu une catastrophe chez moi. Ben, je peux t'assurer que quand j'ai commencé, je partais du même niveau, catastrophe, si on peut dire, ou au moins beginner, comme on dit en anglais. C'est au bon endroit, c'est ici qu'on va parler un petit peu de comment mettre en place un potager. Et Perrine, merci beaucoup, mais surtout reste avec nous. Perrine Lafont, championne olympique en 2018, médaille d'or ski de boss, ski acrobatique, aussi championne du monde. Très engagée. J'aurais dû aussi te demander, toi, tu as l'habitude, dernière question, tu as l'habitude de faire des vidéos, d'envoyer des messages, de faire des vidéos très bien montées, si je puis dire. Je sais que c'est toi qui fais ça aussi. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu aimes bien faire avec un message précis ou pourquoi tu as commencé à faire ça? Alors, à la base, j'ai commencé ça pour que les gens puissent un petit peu voir l'envers du décor de notre préparation. C'est vrai Mm. qu'on est un sport où on est médiatisé que sur les compétitions, donc on ne voit pas toute la préparation qu'on fait. Donc, c'était pour ce but-là. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, ça avait un réel impact sur les gens. Mm. Ils aimaient suivre ce que je fais. À travers ces vidéos aussi, j'arrive à faire passer un message aux gens et c'est sûr que sur l'événement qui devrait arriver en mars, bah, ce sera un message sur l'écologie qui va passer au niveau de ces vidéos-là pour bah, voilà, tous les jeunes qui vont les regarder. Ouais, mais c'est une bonne initiative, surtout si on arrive en plus à maîtriser la pollution digitale et tout ça, qui est un vrai sujet pour Ouais. nous, puisqu'on fait nous, on fait beaucoup de télétravail, énormément de vidéos, donc ça, c'est un vrai sujet. Et j'ai une question posée. Merci Jérôme Lachaze pour ça. Merci Jérôme. Serait-elle prête, Perrine, et tu la salues chaleureusement d'ailleurs, à compenser tes émissions de CO2, de tes émissions carbone liées au transport en tant que sportive? Et si tu as envie d'ailleurs, il se propose de discuter de ça avec toi parce qu'il travaille sur la compensation carbone avec les sportifs. Je sais que Et c'est ben pas un sujet fait. avec Ouais. grand plaisir. C'est sûr que voilà, si je me suis lancée dans ce projet aussi avec vous, avec Landestini, c'est que bah, j'ai envie d'améliorer bah, mon impact carbone au quotidien. Déjà, de par j'en sais rien, le tri que je fais à la maison, les voitures avec lesquelles je roule. Et c'est clair que nous, alors je parle d'écologie, mais bon, on est les premiers à prendre l'avion pour aller en compétition. Donc c'est sûr que Ah, c'est pas il y en très a plein sain. d'autres qui sont les premiers, hein, des Mais bon, basketteurs, etc. voilà, je vais pas arrêter de faire du ski pour m'empêcher de polluer. Donc, c'est sûr que ouais, j'ai envie de le compenser en faisant autre chose et avec grand plaisir pour discuter de ça, oui. Voilà, Jérôme, le sujet, il est lancé. Donc, à très bientôt pour parler de compensation carbone. J'ai une dernière question encore de l'ordre complément de l'aléatoire. Merci Simon Agostini. Est-ce que votre prénom Perrine a été choisi par rapport à la skieuse Perrine Pelin? Non, 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 je pense pas. Ça a été plus Périne Pyrénées. Ah, ok. Je Ah viens oui, non, mais c'est bon à savoir. ah C'est bon à ouais. savoir. Perrine, reste avec nous parce que si tu dis que tu n'as pas la main verte, il faut que tu poses des questions à Laurent pour qu'on apprenne à mettre en place un potager. Alors, je refais un petit mot de contexte. C'est le plaisir qui est le nôtre, mais surtout notre responsabilité que nous nous sommes donnée en lançant la Coupe de France du potager, d'être vraiment à disposition des équipes participantes. Les équipes étant des établissements scolaires, école maternelle, école primaire, collège, lycée, et associations, éducation populaire, associations tout court, tout large, entre guillemets, et structures jeunesse, centres de loisirs, etc. Et donc, on va faire ces séances de questions-réponses sur les potagers, en plus de fournir des outils pédagogiques via notre site, le guide du potagiste que nous avons développé,
par exemple, régulièrement avec un expert, un professionnel, un amateur très engagé avec plein de belles idées. Une chose sur laquelle on insiste, hein, faire un potager, c'est lié au contexte local, au climat local, microclimat, c'est lié à son savoir, c'est lié à ses propres objectifs, à son propre plaisir. Nous, évidemment, nous recommandons, et ce sera important dans l'évaluation, que ce soit le plus naturel possible. Nous sommes d'accord, nous sommes dans une démarche d'agroécologie, de permaculture, d'agriculture durable, de faire en sorte que le potager soit le meilleur outil à la fois pour lutter et adapter au changement climatique, pour régénérer de la biodiversité, pour lier les personnes entre elles, créer du lien social, pour améliorer sa santé, pour avoir une option d'alimentation saine et locale, même si ce n'est pas le potager qui va nourrir toute la communauté autour. Il peut aussi apporter des fruits et des légumes, surtout des légumes. Mais en tout cas, c'est pour dire que si vous utilisez beaucoup de produits phytosanitaires et vous retournez la terre de manière violente, et bien évidemment, vous n'allez probablement pas avoir un score très très élevé dans la Coupe de France du potager. D'ailleurs, nous engageons les personnes qui participent à faire ça de manière naturelle. Ceci dit, tout le monde a ses différentes méthodes et c'est ça la richesse de tout cela. C'est pour ça qu'on a créé notre groupe Facebook aussi sur la Coupe de France du potager pour que vous puissiez échanger entre vous, tous les participants. L'entraide est au cœur de cette Coupe de France du potager. Elle n'est pas, c'est pas une compétition rude dans le sens où il faut être confidentiel sur ce qu'on fait. Au contraire, nous n'allons pas comparer les potagers entre les uns et les autres. Nous allons surtout les évaluer dans leur contexte et surtout la démarche de chacun. Donc, on vous rassure là-dessus, et ça répond d'ailleurs à une des questions qui a été posée. Les potagers vont être évalués, d'ailleurs, vous allez vous-même vous auto-évaluer dans un premier temps, grâce à la démarche que vous menez et pas par le plus de légumes produits par chacun. Avec ce mot d'introduction, j'ai le grand plaisir de donner la parole à Laurent. Laurent qui va répondre aux questions que vous avez posées dans le grand tableau Excel que nous vous avons envoyé. On en a une bonne dizaine et il les a un peu regroupés. Il va être aussi précis que général que vous le souhaitez parce que vous pouvez toujours réagir sur Facebook, n'hésitez surtout pas. Laurent, je te donne la main. On a jusqu'à 15h30. Encore une fois, merci à Perrine. La chance que nous avons qu'elle soit porte-parole de cette initiative. Et surtout, Perrine, si tu veux interrompre Laurent pour lui poser une question, pour lui demander de préciser quelque chose, n'hésite pas. Et c'est la même chose pour tout le monde qui écoute. Laurent, c'est toi qui as la main. Oui. Merci à toi. Eh ben, bonjour à tous. Moi, je suis prêt à répondre à vos questions. Voilà. Tout à fait. Est-ce que tu veux, Laurent, que je pose les premières questions ou tu veux les prendre directement du tableau? J'aime autant que c'est toujours un plaisir de parler avec toi, Henri. Donc, si c'est je commence alors. Quel serait le matériel de jardinage qu'il faudrait avoir de base pour travailler avec les élèves, entre parenthèses, afin que l'on puisse prévoir des achats ou faire des demandes auprès du conseil départemental ou la mairie? Et comment faire en sorte d'avoir des équipements pour les élèves afin qu'ils ne se salissent pas, de plus en fonction des protocoles sanitaires du moment? Ça, il y a plusieurs questions en une, donc prends ton temps, Laurent, bien sûr. Alors, effectivement, il y a plusieurs questions en une. Et alors, il faut bien voir qu'il existe du matériel adapté pour les enfants, des petits piochons, des petits râteaux. Alors, ça, c'est vraiment pour les enfants en bas âge. Et c'est quelque chose qui peut être un outil de précision, mais il ne faut pas se leurrer, ça tient aussi quand même un peu du gadget. Il y a des moments où on a besoin de vrais outils. Donc, à partir du moment où les activités sont encadrées, alors la première chose, moi, ce que je conseille, c'est que les enfants aient des gants et des gants adaptés. Donc, là, il ne s'agit pas de gants de ski Perrine, parce qu'il faut que ce soit des gants qui soient très à la fois fins pour qu'on puisse sentir ce qu'on fait. Mais, ouais, effectivement, les moufles, avec des moufles de ski, ça va être compliqué. Mais il faut des gants qui soient un peu étanches quand même, parce que le potager, on a tous l'image idyllique, on est au jardin, il fait beau, il fait chaud, c'est pas toujours le cas. Et des fois, la terre est bien froide et bien mouillée. Et donc, bon, pour les enfants en bas âge, d'avoir les mains trempées dans des gants trempés, c'est pas terrible. Il faut qu'ils soient à l'aise dans leurs gants et avec les protocoles sanitaires en vigueur actuellement, il faut que chacun ait sa paire de gants. Comme ça, il n'y a pas de risque, on n'en parle plus, les gants, c'est réglé. Après, il faut être bien chaussé aussi pour faire du potager. Donc, les bottes, c'est bien, mais les bottes, ce n'est pas forcément très sécure.
dans le sens où quand on se prend un coup de râteau sur le pied ou une pelle égarée ou marcher sur quelque chose de pointu, enfin bon, c'est des choses qui peuvent arriver au jardin. Je ne le souhaite pas, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Donc l'idéal, c'est d'avoir des chaussures un peu coquées ou des chaussures de sécurité. Alors ça, quand on travaille avec des collectivités, bon, il y a toujours le problème des pointures pour les enfants qui n'est pas toujours très facile à trouver. Mais à partir des tailles, on va dire 37-38 jusqu'à tout ce qui est possible, je pense que certaines collectivités ont des facilités pour faire un achat groupé de chaussures. Et c'est pareil, en termes de pantalons, c'est bien d'avoir quelque chose dans lequel on puisse mettre des genouillères ou un petit renfort aux genoux, parce que quand on est à quatre pattes par terre, au bout d'un moment, eh ben, ce n'est pas très confortable. Et puis, on peut aussi se faire mal aux genoux, ce n'est pas terrible. Donc, Alors ça, bien c'est, on va indiquer dire, aux jeunes à avec chaque fois qu'on va faire du potager de bien venir habiller correctement, quoi. de bien venir habiller correctement, et ça veut dire se protéger du froid, mais aussi être à l'aise dans ses vêtements. Il faut pouvoir bouger. Euh, Après, bon, pour le problème des outils, bon, il y a un outil universel qui existe depuis la nuit des temps, c'est la houe. Avec une houe, on fait tout. Donc, on désherbe, on peut faire des petites rigoles pour enterrer les légumes et les tubercules, comme les pommes de terre, par exemple, qui ont besoin d'être sous terre. On peut faire des buttes, on peut aussi évacuer l'eau ou faire une petite rigole pour que l'eau s'écoule. On peut biner, enfin, c'est vraiment l'outil de base. Alors, c'est un outil qu'il faut quand même manier avec parcimonie. C'est un outil qui est aussi affûté, ça permet de couper des racines et d'enlever les mauvaises herbes. Donc voilà, il faut faire attention avec ça. Mais je pense que pour une équipe pédagogique qui encadre un petit potager avec une dizaine d'enfants, c'est bien d'avoir au moins 2 houes qui vont permettre de faire tout. Ensuite, il faut une bêche. Donc, il faut une bêche plate, c'est-à-dire que ça ressemble à une pelle, mais c'est complètement vertical et rectangulaire. Ça permet de sortir des mottes, de faire des trous propres, où la terre ne va pas tomber à non plus finir. On peut faire des coupes propres pour repiquer des arbustes, des fruits rouges ou tout ce qui peut intervenir. Et puis d'avoir une bêche aussi qui ressemble à une fourche avec des dents larges. Et ça permet de casser un peu la terre au début. Alors, je suppose qu'on va aussi parler de est-ce qu'on laboure, est-ce qu'on ne laboure pas, puisque ça, c'est aussi une problématique. Alors, effectivement, dans l'absolu, le labour, c'est quelque chose qui fait partie de l'agriculture industrielle. La structure du sol n'importe où fait qu'en dessous de 15 cm, de toute façon, on n'est pas dans une structure de terre qui permet de faire pousser des choses et que, bon, effectivement, les arbres vont s'enraciner plus profondément. Mais dans un potager, la vie, elle se passe entre 0 et 15 cm et il est important de garder cette structure-là. Donc, ça ne sert à rien de retourner de la terre au-delà de 15 cm et de mettre en surface des choses qui n'ont rien à faire en surface et qui devraient être à 15 ou 30 cm dans le sol. Donc, quand on Et donc, commence un tu potager, proposes aussi d'être doux avec la terre, dans le d'être fait doux avec la plutôt de terre. l'aérer. Ouais. Il y a de l'aéré. Donc, c'est pour ça qu'une bêche et une houe, ça permet de faire des petites entailles dans la terre qui ne vont pas la déstructurer. L'important, c'est de l'aérer, comme tu dis, Henri, donc la casser un peu, mais qu'elle reste dans l'épaisseur dans laquelle elle est. Elle n'a pas à être retournée. Il n'y a pas d'intérêt botanique à retourner la terre. Il faut laisser toute la faune de surface faire sa vie et ses réseaux qui suivent les réseaux racinaires. Et c'est comme ça que la terre va s'aérer. Donc, en matériel, voilà. Un râteau, c'est bien aussi. Ça permet de rassembler des choses. Si on étale du paillage ou du BRF, des copeaux de bois, c'est bien aussi le râteau. Ça permet d'étaler, ça permet de rassembler, ça permet de faire un petit tas qu'on va aller mettre ailleurs. Bon, c'est un outil pratique. Et là, ça, c'est vraiment la base. On n'a pas besoin dans l'absolu de pioche pour faire du potager pour commencer. On n'a pas besoin de multiples outils. Donc voilà, moi je reviens vraiment à la houe, râteau et peut-être une pelle. Ouais. Alors après, il y a des objets auxquels on ne pense pas forcément, mais qui sont très utiles. Par exemple, une brouette. Quand on bouge de la terre et qu'on fait un tas de terre et qu'on se dit ah ben celui-là il serait bien un peu plus loin,
Une brouette, ça permet de transporter les choses. Ça permet aussi de rassembler tous les outils quand on a fini le jardin, qui n'est pas un râteau qui traîne par terre, etc. On met tout dans la brouette, on compte les outils du départ et hop, on les ramène à la cabane. Et comme ça, personne ne marche sur un râteau à l'envers, comme dans les bandes dessinées. Mais quand on se le prend dans la face, c'est pas très rigolo. Donc voilà, il faut aussi toujours faire attention quand on manipule des outils. Les Oui. outils du jardin, ça reste des outils, donc il faut faire attention. Oui, mais tu as raison de toujours donner cette consigne de précaution, c'est important. Il faut pas. Moi, je me suis déjà pris de bêche dans la figure, je me suis fait mal à plusieurs reprises, jamais grave, mais les agriculteurs peuvent nous dire aussi à quel point c'est un métier où on est confronté à de l'effort physique et évidemment des potentiels petits accidents, surtout si on est nombreux. Donc, l'image de danger, c'est pas du tout celui qu'on en voit aujourd'hui, mais c'est bien, Laurent, je te remercie de rappeler aussi que c'est bien de faire les choses lentement, de bien prendre son temps. Et tu recommandes aussi peut-être d'avoir 2 de chacun de ces outils ou au moins De 2. chacun de ces Oui, outils pour un groupe oui, d'une dizaine de personnes. De toute oui, façon, voilà, il ne s'agit pas de faire une action où tout le monde est avec un outil à la main en permanence. oui, Et après, on peut toujours avoir une petite collection, un kit de petits outils dont on se sert en général pour travailler dans des bacs ou dans des jardinières, mais qui sont adaptés aux enfants, en particulier pour repiquer des plantations. Alors, il y a les plantoirs à l'ancienne, qui sont qui étaient en bois traditionnellement, mais qui sont souvent maintenant en métal. Moi, je ne suis pas très partisan de ce genre d'outils. Parce que si la terre est vraiment mouillée, un, ça fait un trou qui est comme un carottage et la terre est tassée sur le côté. Et l'enracinement peut être parfois plus problématique. Les petites pelles, les toutes petites pelles dont on se sert pour faire des jardinières, ça va très bien pour faire des trous, pour repiquer des choux ou pour repiquer des betteraves, ou tous les petits légumes qui nécessitent un repiquage. Il n'y a pas besoin de faire des trous énormes et voilà. Tu as parlé de la Terre. Je propose d'ouvrir une petite séquence sur elle, justement, parce qu'on a quelques questions qui concernent justement le sol et le type de sol. Il y a un des professeurs qui nous a expliqué que la terre de notre jardin est assez pauvre, argileuse, beaucoup de cailloux, que l'on enlève régulièrement, de gros cailloux même à 25 cm, de profondeur, pardon, de gros cailloux à 25 cm de profondeur. Nous sommes dans un collège et n'avons pas eu le choix de l'emplacement. L'exposition est ensoleillée sur une grande partie du jardin avec une petite partie à l'ombre d'un pommier. Que pourrions-nous apporter à notre terre pour l'enrichir, voire l'alléger, entre parenthèses sable, crottin? Et troisième question qui est liée, c'est quelle plante potagère privilégier dans ce type de sol? Alors, on n'a pas les informations. Si, dans le Doubs, proche de Besançon, ou même limite à Besançon. Merci, Madame Renard, pour ces questions. Laurent, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Alors, dans ce cas-là, on peut se dire, voilà, si la terre est argileuse, mais pauvre en éléments organiques, on va être optimiste et on va se dire qu'on est à mi-chemin. On parle toujours en agriculture du complexe argilo-humique, donc de l'argile, du calcaire et de l'humus, des matières organiques vivantes ou en décomposition. Alors, dans ce cas-là, moi, je conseillerais plutôt de rajouter des choses par-dessus. C'est-à-dire que s'il y a des cailloux à 25 cm du sol, ça signifie avec de grandes chances que ce soit du remblai. Ce n'est pas dessous qu'on va trouver la solution. Alors, sur cette terre argileuse, pour l'alléger, mettre un peu de sable, pourquoi pas, mais c'est surtout énormément de matière organique. Donc, l'idée, ça serait de trouver effectivement du crottin, mais sous forme de fumier, c'est-à-dire paillé, parce qu'il est important aussi de rajouter du carbone. Alors, effectivement, là, on n'est plus dans les livres d'images avec un jardin où tout est propre, il n'y a pas une herbe qui dépasse, etc. Là, cette paille, elle va servir d'alimentation à toute la faune épigée, c'est-à-dire les vers de terre, tous les petits insectes qui sont juste en surface et qui circulent horizontalement, verticalement. C'est eux qui vont aérer la terre. En fait, il suffit de leur donner à manger et de les faire venir et ils vont aérer la terre et l'alléger. En même temps, le fait de mettre du fumier, donc la matière organique, le mieux c'est le cheval.
la vache, c'est très bien aussi, mais si on peut trouver du crottin de cheval, c'est très bien. Alors là, en fait, Est-ce bon, que, alors, je ne sais pas si cette école à Besançon a accès à ferme équestre, ferme tout court. Toi, tu aurais des recommandations sur trouver le alors, crottin? sur trouver du crottin, effectivement, les centres équestres, en général, bon, sont toujours bienveillants avec ce genre d'initiative et donnent volontiers du crottin ou du fumier. Le problème étant que dans les centres équestres, souvent, on utilise beaucoup d'antibiotiques et on utilise du vermifuge, et même de façon préventive parfois. Alors bon, c'est une façon de gérer les équins d'un centre, sauf que ces antibiotiques, elles se retrouvent dans le fumier. Et elles ne sont pas nécessaires, c'est pas ça qui va donner des légumes meilleurs, et au contraire, on n'a pas besoin parce que les antibiotiques continuent à être vivants dans le sol. Et puis il y a le problème du vermifuge aussi. Alors on donne volontiers du vermifuge aux chevaux dans les centres équestres, pas tout le monde. Il y a des gens maintenant que de plus en plus qui travaillent avec des huiles essentielles, etc. Mais des fois, il y a tellement de vermifuge. Moi, j'ai visité une fois une ferme où j'allais voir des copains qui avaient un souci de fumier, justement. Ils ne comprenaient pas. Et en fait, finalement, on a fini par faire analyser le fumier et il y avait tellement de vermifuges dedans que les vers qui décomposent le fumier pour le rendre à l'état de compost et de terre ne vivaient pas. Ils étaient tués par les vermifuges, même après déjection. Il Donc ça, il faut aussi, voilà, si on veut faire faut poser la question, au moins poser la question. Et poser la éventuellement, question c'est ouais, ouais. et d'essayer de trouver quelque chose qui soit le plus, entre guillemets, bio, mais en tout cas le plus naturel possible, parce que la paille, dans ce cas-là, est aussi importante que le crottin en lui-même. Et Tout la ça, paille, c'est facile à trouver aussi de la paille, j'imagine, à la même. paille, c'est pareil. Enfin, quand on habite dans la région de Besançon, dans le Doubs, il y a quand même énormément d'élevage sur les plateaux du Doubs et il doit être possible de trouver quelqu'un qui vend de la paille, surtout que bon, pour faire un potager, je ne sais pas, 30 ou 50 mètres carrés, il n'y a pas besoin d'énormément de paille non plus. Mais il faut penser que là, il va falloir rajouter quand même beaucoup de fumier. Ouais. Mais c'est une bonne base. Enfin, ça, je le dis à tout le monde. Effectivement, bon, surtout quand on va se trouver si on est dans un collège ou on est sur une pelouse de collège, etc. Bon, le premier test, c'est de gratter un peu la terre et voilà, de voir ce qui se passe dedans. Mm. Euh, Si on gratte sur une distance de 1 mètre enfin on fait 1 mètre carré, on peut même faire ça avec les élèves en plantant des petits piquets autour et de délimiter avec une ficelle pour faire un comptage de la vie qu'il y a dans la terre. Et s'il n'y a pas grand-chose qui se passe, ça veut bien dire qu'il manque de la matière organique. Alors quand Alors, ouais. on peut Je- je- toujours, de toute façon, mettre un peu de fumier, ça ne fait pas de mal, ça améliore les structures du sol. Après, l'intérêt du fumier, c'est que là, on est encore dans l'hiver. Alors, surtout dans le Doubs, il risque d'y avoir encore quelques précipitations d'ici le vrai printemps. Ça veut dire que le fumier va se déliter. Il n'y aura pas besoin de labourer. En grattant un peu, la terre va se mélanger en surface avec ce fumier et on peut planter directement là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que le crottin s'est un peu délité, la paille, enfin tout ce qui est sous forme de carbone ou de cellulose, va mettre plus longtemps à se déliter et va servir aussi de paillage, va garder l'humidité l'été et va permettre aussi d'isoler notamment moi, je pense aux premières cultures qui vont pouvoir démarrer dans pas trop longtemps, mais même des salades ou des choses comme ça, bah, si elles sont bien paillées, elles gèleront moins, elles iront plus vite, et donc ça, c'est intéressant aussi. Et justement, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme privilégié plutôt comme plante dans un écosystème qui est celui-là, c'est-à-dire des cailloux à un petit peu de profondeur, un sol argileux, pas nécessairement beaucoup d'ensoleillement, comme c'est le cas de cette professeure, enfin cette Bah, de école. toute façon, il faudra quand même apporter de la matière organique, hein. Ça, c'est voilà, et même et mettre enfin, dans l'optique de pérenniser cet endroit pour être un potager, il faut rajouter de la tonte pour mettre de l'azote, et il faudra rajouter à l'automne des feuilles mortes. Ça fait un très bon paillage. Et les feuilles mortes, bon. Les feuilles mortes, elles ne durent pas plus d'1 an. C'est prévu par la nature comme ça. Elles sont remplacées par les suivantes. Donc, ça fait un compost qui va vite et qui est de très bonne qualité. Puisque on refait du sol forestier. Donc, Tu fais bien de bien, parler de l'automne. Tu fais bien de parler parce que on a évidemment le but de la Coupe de France potager, c'est pas de faire quelque chose qui se termine en juin, mais c'est que nous gardions notre potager et nous l'entretenions
toutes les années et en continu, notamment pendant l'été, mais on reparlera de ça. Mais tu fais bien de parler des feuilles mortes à l'automne. Et donc, si justement, un peu la situation inverse, Laurent, nous installerons notre futur potager directement dans la cour sur du bitume. Donc là, on n'est plus en pleine terre. Ils doivent créer la situation pour qu'il y ait des plantes qui poussent. Quelles sont les précautions à prendre? Quel type de potager sur le mieux adapté? Et entre parenthèses, bac, virgule, lasagne, 3 petits points. Alors, et là, on est à Morez, dans le Jura, et le lycée Victor Bérard. Merci, Madame Fayard, de votre question. Alors, bon, la lasagne, donc c'est un système de butte. Si on le fait directement sur du bitume, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que la lasagne, en fait, on va ajouter des éléments. Donc, au départ, c'est surtout du carbone, enfin du bois, des ronces, voilà, qui vont faire de la cellulose. On va ensuite mettre du fumier par-dessus. On peut mettre du carton. Le carton aussi, s'il n'est pas imprimé, c'est de la cellulose. Les vers de terre vont se mettre à l'abri dessous. Enfin, voilà. Sauf que tout ça, ça se passe éventuellement sur un sol de mauvaise qualité, mais sur un sol tout de même. Là, si on part sur du bitume, à mon avis, la meilleure solution, c'est de créer des bacs qui vont permettre de recréer un écosystème qui lui sera propre. Mais il faut quand même considérer que là, il faut mettre une bonne épaisseur. Alors, la bonne hauteur, c'est la palette, tout simplement. On récupère des palettes qu'on assemble. Alors, les palettes, grosso modo, avec 4 palettes, on fait un bac de un peu plus d'1 mètre carré sur une bonne profondeur. Donc, on peut mettre au fond du bac un peu de géotextile qui va permettre de garder l'humidité. Et par-dessus, on fera un système, bon, on peut aussi comparer au système de lasagne, mais où on va se dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut? On va en fait créer un sol. Donc, il faut de la terre végétale, il faut du fumier, de la paille, et puis tout ce qu'on pourra faire. Et puis l'idée aussi, c'est d'organiser un compost avec tous les gens qui participent à la Coupe de France du potager, qui puissent mettre en route un compost, et au fur et à mesure que les choses se délitent, eh bien, on alimente le jardin, on lui donne à manger en fait avec le compost qui s'est transformé. Mais C'est au une bonne départ, remarque, oui. C'est pour aller plus vite, complémentaire, oui. on peut mettre on peut aussi mettre du terreau. Bon, euh, ça aide aussi, hein. Enfin, il y a du terreau bio, il y a toutes sortes de possibilités. Mais Mais il l'idée, n'y a c'est pas quand même. nécessairement besoin d'acheter, en fait. On peut trouver ça Non, parce sans que acheter. si, avec de la terre végétale qu'on peut trouver un peu à la campagne, ou remplir des sacs, ou enfin, ou se débrouiller pour trouver un peu de terre qui ait un aspect euh, un peu. Bon, plus elle est foncée, bon, Plus elle est c'est foncée, plus elle est riche en matière organique et en plus elle est riche en matière organique. Donc, on essaie de trouver de la terre dans les prés. Euh, Là où il y a eu des animaux, c'est encore mieux. Et puis, voilà, un peu de fumier, un peu de paille, on fait des épaisseurs comme ça. Et sur la dernière, sur la partie aérienne, on va dire, de ce bac, on met du terreau qui va tasser tout ce qu'on a posé, et qui va permettre euh, au système racinaire des plantes qu'on va mettre en germination là-dedans ou repiquer. Le système racinaire va se développer en surface, d'abord dans le terreau, donc de façon rapide et naturelle. Et puis ensuite, sans difficulté, les racines vont aller dans les feuilles, dans la tonte, dans le fumier qui sera un peu décomposé. Il n'y a pas besoin que ce soit de la terre. Enfin, on fait pousser des tas de choses. Voilà, on peut aussi faire des bacs de différentes densités. Bon, par exemple, si on prend des cucurbitacées, les grosses courges, par exemple les potirons, les grosses courges, donc jusque dans les années 70, dans les fermes en France, bon, moi je vois ma grand-mère faisait comme ça aussi, on prenait des graines de courge et on les balançait directement dans le tas de fumier. Les cucurbitacées, bon, pas les courgettes, hein, mais les grosses courges, par exemple, elles poussent sur du fumier directement. Bon, alors s'il est frais il y a 2 jours, peut-être pas quand même, mais si c'est du fumier qui a 2, 3 mois, ça y va tout seul. Il n'y a pas besoin de s'en occuper plus que ça, parce qu'en termes de nutrition, tout va bien, et on peut les laisser courir. Alors, même si on est dans une cour sur du bitume, on peut faire un tas de fumier entre 4 palettes, sur lequel on fera partir 3 ou 4 pieds de courges. Bon, alors, il ne faut pas oublier que les courges, on peut mélanger les courges. La première année, en graines, on aura, si on met des potimarrons à côté de potirons, on aura des potirons et des potimarrons. Sauf que les graines, après, on ne peut pas les réutiliser. Elles se pollinisent un peu, elles se croisent entre elles. Et des fois, ça donne des choses qui sont pas très
déjà, enfin, l'aspect n'est pas terrible, mais ça, Je c'est peux pas témoigner. le plus dramatique, mais Non. ça Je peut peux être toxique. témoigner des courges, par contre, qui peuvent être très envahissantes et vraiment faire leur vie et empêcher l'ensoleillement et la capture d'eau pour d'autres plantes, parce que nous, on a eu une sorte d'invasion par certaines courges dans notre potager la première année. On avait Les sous-estimé leur courges, oui, capacité à s'étaler. Ouais. ça peut faire 15 à 18 mètres de long, hein, un pied de courge. Ouais. Hein. Et voilà. Bon. Après, si on le fait courir sur de la terre, à l'abri des grosses feuilles de courge, on peut faire pousser des salades, par exemple, qui vont bénéficier de l'ombre. Laurent, je vais t'interrompre parce que avant qu'elle parte, j'ai une question. On va revenir très vite sur le potager. Enfin, on reste sur le potager, mais on revient sur de l'ordre général et aussi la mobilisation de notre ambassadrice Perrine Lafont. Merci encore d'être avec nous. Nous avons un commentaire ou une question. Est-ce que ce serait possible de faire une vidéo avec Perrine Lafont à destination des enfants pour expliquer l'intérêt et le pourquoi de la Coupe de France du potager? Alors, je réponds très vite pour elle, mais je lui donne la parole. Il ne faut pas qu'on la mobilise trop, Perrine. Elle va être sur les pistes de ski, mais si ça te dit, Perrine, on organise ça. On t'entend pas, par contre. J'avais coupé le micro, pardon. Oui, oui, bien sûr, avec grand plaisir. Demandez-moi tout ce que vous voulez. Je le ferai, aucun problème. Oui, et tout pour la jeunesse et pour la biodiversité, l'alimentation durable. Mais je vais rester un petit peu encore, je m'en vais pas tout de suite, hein, vous inquiétez pas. Ah bah super, c'est adorable, Perrine. Revenons sur le potager. J'ai une question très précise, marrante. J'ai toujours du mal, Laurent, avec mes poireaux. Alors ça, c'est une phrase que j'avais envie de toujours dire. Comment les faire grossir, les poireaux? J'ai toujours du mal avec les poireaux. On est dans le Nord, à Gravelines. Merci beaucoup à Monsieur Hélard, Jardin d'avant, Jardin d'enfants. Et partenariat, j'essaie de tout lire. Ah oui, ils sont en partenariat avec des associations locales. Très intéressante comme démarche. Par contre, les poireaux, ça ne marche pas. Alors, les poireaux, c'est super compliqué. Putain. Les poireaux, il faut une terre riche. Donc, les poireaux, il faut, en gros, il faut, je crois, de mémoire, 180 jours de soleil pour avoir des poireaux. Alors, on n'a jamais l'impression que le poireau est une plante qui a besoin de soleil, etc. Mais si. Alors, les poireaux, il faut compter, en vrai, si on veut être sûr que ça marche. Enfin bon, après, moi, je n'ai pas d'autres solutions. Il y en a certainement, hein, mais de ce que je connais, moi, les poireaux, on met 1 an. C'est-à-dire qu'on va semer des poireaux au printemps. Donc, on peut semer des poireaux à la volée dans une caissette et ils vont lever, faire des petites tiges. Et quand ils sont à peu près, on va dire, comme un crayon, là, on les arrache. C'est à peu près fin avril, début mai. Donc, on arrache le fagot de poireaux. Ce fagot de poireaux, on ne va pas le repiquer ni le tremper tout de suite, mais au contraire, on va le mettre par terre, au pied d'un mur, au soleil, et le laisser se dessécher atrocement pendant 2-3 jours. Le poireau va jaunir, etc. On va se dire, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien non, c'est à ce moment-là qu'on fait ce qu'on appelle un pralin, donc de la terre un peu riche mélangée à de l'eau, qui va faire une espèce de bouillie. On trempe les poireaux, les petits crayons de poireaux, après les avoir habillés. Alors, habiller un poireau, c'est quoi? C'est le poireau, on coupe le sommet du poireau, on garde juste comme un petit bâton. Tout ce qui commence à faire un peu de la tige qui s'écarte un peu, hop, on coupe les feuilles et les racines. On coupe aussi les racines en brosse, un peu comme ma pauvre coupe de cheveux, comme ça. On coupe en brosse et on laisse juste une petite touffe de racines partir. Comme ça, quand on va le repiquer, ça va le stimuler au niveau racinaire et il va repartir. Alors ensuite, on va lui laisser passer tout l'été, tout l'automne, tout l'hiver. À l'entrée de l'automne, on lui remet une petite coupe et puis on paille avec un peu de fumier un peu décomposé. Et au printemps, ils vont réépaissir et partir et on pourra les ramasser donc le mois de mai de l'année d'après. Là, ça doit marcher. Alors après, bon, dans le nord, il y a aussi sans doute un facteur de luminosité. Bon, ça doit marcher quand même. Enfin, je veux dire, on ne fait pas que des endives non plus. Dans le nord, il y a des très beaux jardins, il y a des très beaux potagers, donc c'est tout à fait possible. Mais il faut bien voir que des fois, les années où il y a un déficit solaire, ce qui peut arriver, le poireau, il va mettre encore plus de temps. Oui. Et je rappelle que la diversité aussi des plantes, c'est ce qui compte, de bien adapter aussi les plantes que nous choisissons
au territoire, j'en profite pour insister sur ce point-là. On prend en compte dans l'évaluation, le jury va prendre en compte, ce n'est pas Landestini qui va juger, c'est le jury que nous avons créé et nous dévoilerons tous les membres du jury courant mars avant la fermeture des inscriptions, qui va prendre en compte le territoire dans lequel vous êtes, c'est-à-dire que vous n'allez pas être pénalisé si vous êtes à Gravelines parce qu'il y a un climat qui est moins favorable pour faire pousser certains légumes par rapport à des équipes qui seront dans le sud de la France. Évidemment, ça va peut-être décaler certaines activités dans le temps, mais il y a toujours quelque chose à faire, quel que soit le territoire. Je peux vous en témoigner en moyenne montagne, ici en Haute-Loire, où nous avons fait notre propre potager. Nous n'avons pas le climat idéal pour faire pousser ce que nous voyons comme les plus fleuris des potagers dans le sud de la France et avec un petit peu moins d'altitude et surtout un petit peu plus de chaleur. Mais nous avons toujours une activité en cours dans notre potager. Comme tu viens de le dire, Laurent, ce n'est pas que des endives qui poussent dans le nord. Est-ce qu'il y a… Je t'en prie. Il n'y a pas de raison. Pas de raison. Alors, quelques questions supplémentaires qui sont venues sur Facebook et je les remercie. Il y a une question sur l'arrosage et le goutte-à-goutte. Mettre en place un goutte-à-goutte est-il vu négativement pour le projet? Je vais anticiper en disant non, mais Laurent, je vais te laisser répondre parce que tu as fait ce système-là dans ta propre ferme urbaine. Le goutte-à-goutte, effectivement, bon, c'est quand même une solution qui est très intéressante parce que c'est régulier. C'est un arrosage qui est au sol et qui fonctionne par capillarité. Donc, on n'utilise pas beaucoup d'eau en permanence. Donc, on diminue fortement le stress hydrique. Ça, il faut y penser aussi parce que si dans les périodes de canicule et que le soir, hop, on arrose directement avec de l'eau qui sort du tuyau, bah, c'est un peu comme si, c'est comme si tu passes tout l'après-midi à 40 degrés le long d'un mur et que le soir, pour te rafraîchir, on te balance un seau d'eau froide sur la tête. C'est pas forcément super agréable. Et les plantes, c'est pareil. Donc, le goutte à goutte, déjà, bon, il y a l'économie d'eau, il y a la régularité. Le sol reste toujours mouillé. C'est pas très compliqué à mettre en place. Il existe aujourd'hui, même encore mieux que le goutte à goutte, il y a du tuyau, ce qu'on appelle du tuyau poreux. C'est un tuyau qui est un peu spongieux. Et en fait, on étend ce tuyau, on peut le faire serpenter, on peut le mettre à plat, enfin on le met comme on veut. On le branche sur. Alors le mieux, c'est aussi de prévoir une cuve, une grosse cuve de 1 mètre cube d'eau et de brancher un tuyau là-dessus parce qu'il vaut mieux avoir de l'eau tempérée aussi. Ça, c'est une erreur d'arroser avec l'eau qui sort du robinet. Elle est toujours trop froide. Voilà. Puis, il vaut mieux essayer de récupérer de l'eau de pluie qui sera quand même meilleure pour le jardin que l'eau un peu chlorée qu'on a au robinet. Après, ça dépend. En plus d'être un système d'économie d'eau, pas de recyclage d'eau, mais d'usage d'eau de manière sobre en tant que telle. Ah bah oui, oui. Et puis alors c'est pour ça que le goutte à goutte, enfin ou le tuyau poreux, enfin moi je pense que, à mon avis, c'est la meilleure solution. Et puis c'est surtout que on ne mouille pas par exemple dans les tomates, si on laisse un goutte à goutte comme euh, ça va aller que sur les racines. La terre va rester toujours humide et la tomate, elle aime avoir la tête au soleil mais les pieds au frais. Et donc, si elle est dans une terre qui reste toujours avec la même hygrométrie, ça va marcher. On n'aura pas le cul noir qui est lié au stress hydrique, donc d'avoir été trop arrosé, puis avoir eu trop soif, etc. Et puis surtout, on va empêcher beaucoup le développement des maladies cryptogamiques sur les feuilles et le mildiou, etc., ou toutes les maladies que peuvent avoir les tomates. Et il y en a beaucoup, parce qu'il ne faut pas oublier que ces maladies, elles restent dans les sols, elles sont présentes quand il y a eu de la culture de tomates. Et quoi qu'il arrive, on dit, mais pourtant, j'ai tout fait bien et je chope des maladies quand même. Et l'arrosage, c'est quelque chose qui est aussi un vecteur très important. Donc, arroser au sol de façon régulière en utilisant le moins d'eau possible, c'est merveilleux. C'est ça qu'il faut faire. Merci Laurent. Alors j'en profite parce que nous avons encore une bonne demi-heure d'échange avec vous tous. Si vous êtes sur Facebook, enfin c'est votre cas, vous êtes sur Facebook et vous voulez continuer à suivre dans les minutes qui viennent, ne vous inquiétez pas si tout d'un coup ça coupe parce que nous faisons une interaction entre Zoom et Facebook pour les questions de qualité. Mais cela ne veut pas dire que quand ça va couper sur Facebook, ce qui sera le cas dans les 5-10 minutes qui viennent, vous pouvez nous rejoindre sur Zoom en tant que participant à la Coupe de France du potager. Vous avez normalement reçu de ma part un mail
avec le lien pour ce Zoom et le mot de passe. Donc, ça devrait être très facile pour vous nous rejoindre. Et nous allons continuer à répondre aux questions. Nous, on continue. Et si jamais ça coupe, Nelsina da Silva, que je remercie, va me le dire. On attendra quelques minutes avant que Laurent continue à répondre aux questions pour pas que vous soyez en retard pour écouter ses réponses. Voilà, donc Nelsina me dira quand ça coupe. Nous, on continue et regardez votre mail pour continuer à nous suivre jusqu'à 15h30. Alors, j'ai une question aussi sur Oui, ça c'est intéressant. Par contre, je ne sais pas comment prononcer ce mot. Je m'en excuse. Guillaume Mellard, merci pour votre question et votre participation. Avez-vous une solution pour éradiquer le chien-dent? Le chien-dent. Oui. Le chien-dent. Alors, le chien-dent. Le chien-dent. Il y a des années à chien-dent. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Pardon. C'est la mauvaise herbe de base. Voilà. D'accord. Très vite. À part l'arracher, non. Voilà. Il faut l'arracher avec la racine et éviter de le mettre au compost ou alors le mettre dans un autre endroit. Parce que le compost aussi, quand on met des mauvaises herbes fraîches au compost, elles vont se décomposer, certes, mais pas leurs graines, qui seront comme ça bien à l'abri dans le compost. Et quand on met du compost, hop, le premier semis qui va sortir, pas celui qu'on a fait. C'est les mauvaises herbes qui se sont senties bien en gestation là-dedans. Donc voilà, il faut arracher le chien-dent. Alors, s'il y en a des surfaces pas possibles, on peut aussi le priver de lumière. À cette époque de l'année, avant de commencer un potager, c'est bien aussi. C'est-à-dire, il y a deux solutions. La solution de la bâche, c'est pas très esthétique, c'est du plastique. Et puis moi, je suis pas trop pour ça non plus, parce que souvent, il y a des morceaux de plastique ça se délite, ça part dans le sol. Mais le principe, c'est ça. Alors, on peut faire ça avec du carton, qui ensuite ira au compost et qui, par contre, c'est beaucoup plus naturel. On cache, on met ça par-dessus le chien-dent pendant 3 semaines. Et en général, quand on soulève le carton au bout de 3 semaines, le chien-dent, il fait la gueule quand même. Perrine, je vois que tu as enlevé le silence sur ton micro. Tu voulais dire quelque chose? Ah non, du tout. Si j'avais... Parce que peut-être, si tu avais une meilleure solution pour le chien-dent, n'hésite pas. Ah non, ouais. Moi, je les accumule, les mauvaises herbes. J'arrive pas à les éradiquer non plus. Alors, on continue. Je pense qu'en termes de questions sur le potager, nous avons aussi une qui était sur le système d'arrosage intelligent, mais c'était une sorte de réaction au goutte à goutte. On peut considérer que c'est un système d'arrosage intelligent, ingénieux. Laurent, est-ce que on peut préconiser un autre système un peu intelligent, peut-être automatisé? C'est pas nécessairement si vous le fabriquez vous-même ou si vous nous en procurez, c'est pas mauvais pour la Coupe de France du potager. Mais évidemment, on peut le brancher sur n'importe quoi. Bon, si on a la possibilité, c'est encore mieux. Ce que je disais tout à l'heure, d'acheter une cuve, oui. une cuve de 1 mètre cube. Donc, c'est important qu'elle soit foncée. Les cuves transparentes, l'action du soleil sur les cuves fait qu'il y a une prolifération d'algues rouges systématique dans l'eau. Et bon, c'est pas d'une toxicité, c'est pas ça le problème, mais c'est pas la peine de faire se développer ça dans le jardin aussi. L'idéal, c'est pour ceux qui peuvent ou qui sont à côté d'un bâtiment public ou d'un gros bâtiment, de pouvoir récupérer de l'eau d'une chenot ou d'une gouttière, d'alimenter cette cuve qui sera posée sur des palettes, et ça permet d'arroser le jardin par gravitation. En fait, et l'eau se renouvelle à chaque orage. C'est de l'eau de pluie, donc c'est ce qu'il y a de mieux pour arroser le jardin. Et effectivement, voilà, c'est aussi ça permet à tout le monde de se rendre compte ce que c'est que l'eau et comment on l'utilise, parce que 1000 litres d'eau, ça va vite, même sur un petit jardin, quand il fait très chaud. Voilà. Et le système d'irrigation en goutte à goutte ou en micro-poreux, ça permet d'optimiser l'eau. Il faut savoir que quand on arrose, comme quand on voit dans les champs les trucs d'irrigation, etc., 80% de cette eau s'évapore. Donc, en fait, ne sert à rien. Et on continue à arroser à cause de l'évaporation, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas d'eau dans le sol, mais parce que cette évaporation, dans les maïs notamment, ça fait un système d'étuve.
Donc, ça brûle les plantes en faisant de la vapeur. C'est comme si elles étaient dans un sauna. C'est pour ça qu'on arrose 24-24 pour compenser le déficit d'eau puisque ça s'évapore et pour faire en sorte aussi que les plantes ne brûlent pas de l'évaporation. Alors, c'est pour ça qu'en utilisant un goutte à goutte, il y a beaucoup moins d'évaporation. C'est par capillarité, on utilise moins d'eau et en plus, c'est beaucoup moins stressant pour le jardin. Alors, bien sûr, il faut pouvoir bricoler un système comme ça, quoi. Laurent, question qui est indirectement liée à l'eau, et je pose la deuxième, comme ça tu en as deux en même temps. L'aquaponie, est-ce que c'est le futur de la culture? Question d'Augustin Couturon, merci. Et question de Pierrette Roch-Bernoux-Huillet, excusez-moi. Comment se débarrasser des liserons? C'est ma mamie. Ah, bah super. Mais merci beaucoup et merci d'avoir éduqué si efficacement sur la nature et d'avoir inculqué cette sensibilité chez Perrine Lafont aussi. Madame Roch-Bernoux-Huillet, merci beaucoup. Alors, tout de suite, pour parler des liserons, alors, se débarrasser des liserons, c'est très compliqué. Enfin, je veux dire, en faisant une méthode complètement naturelle. Le liseron, quand on l'arrache, il a tendance à se casser. Et puis surtout, on s'aperçoit du liseron quand il commence à faire 50 ou 60 cm et qu'il s'est mis autour des plantes. Alors, le liseron, il étouffe les plantes. Ça, c'est vraiment une plante qu'il faut surveiller. Et en plus, quand on l'arrache, il faut faire très attention parce qu'elle fait des dizaines de tours autour des autres plantes qui poussent et ça les blesse. Quand on tire sur le liseron, on peut abîmer les plantes. Alors, les liserons, il faut surveiller ça quand on les voit apparaître et il faut aller chercher la racine qui est quand même assez longue et assez profonde et il faut éviter de la casser parce que les liserons, même si ce n'est pas de la même famille que les chardons, par exemple, c'est le même principe. Quand tu le casses, ça en fait deux. Merci beaucoup pour cette question et ravi que toute la famille participe aujourd'hui. Est-ce que l'aquaponie est le futur de la culture, Laurent? Ça, je ne peux pas me prononcer là-dessus. L'aquaponie, Oui. c'est quelque chose de super intéressant parce que ça permet en fait d'alimenter les plantes en circuit fermé et faire que les plantes nourrissent les poissons ou les crustacés. On peut faire ça aussi avec des crustacés. C'est une bonne solution. Enfin, c'est certain que l'aquaponie, en tout cas, je ne sais pas si c'est la culture du futur, mais l'aquaponie a certainement de beaux Une jours. complémentarité, oui, Ah une oui. complémentarité, oui. Oui, oui. Le problème du phosphore va se poser très rapidement dans notre société. Hein. On n'en a plus de phosphore et il en faut pour faire pousser les plantes. Bon, les poissons, c'est plein de phosphore. Donc, effectivement, quand l'aquaponie, où on va récupérer l'eau des poissons chargée en minéraux et en oligo-éléments et qui va être captée par le système racinaire des plantes cultivées en surface et qui vont restituer aux poissons une eau à la fois oxygénée et enrichie. Donc, c'est un très bon système. L'aquaponie, c'est quelque chose qui, en même temps, l'aquaponie, finalement, c'est les jardins flottants qu'il y a en Asie. C'est un système qui est très ancien. Enfin, il y a quand même beaucoup d'endroits dans le monde en bordure de rivières ou de deltas où on fait pousser des jardins flottants quoi, qui sont sur l'eau. Donc, c'est ce système-là. Et est-ce que je peux moi-même te poser une question sur l'animal, un animal terrestre et l'interaction avec lui dans le potager, que nous encourageons aussi dans la Coupe de France du potager. Ce n'est pas une obligation, mais certaines équipes ont déjà aussi un poulailler. Il y a une belle interaction entre le poulailler et le potager. Évidemment aussi entre des chèvres et des brebis, mais nous n'allons pas non plus vous encourager à vous engager dans quelque chose de peut-être trop difficile à mettre en place. Mais Laurent, avoir un poulailler aussi avec le potager, ça peut être quelque chose de très bienvenu et gérable. Avec le potager. Alors, par contre, il faut y aller tranquille avec les déjections de poules. Qui sont... Pardon, tu peux répéter, excuse-moi, Laurent? Il faut ajouter, enfin, on peut récupérer les déjections des poules mélangées à de la paille pour enrichir le poulailler, mais il faut faire attention. Il faut bien séparer aussi, on est d'accord. Hein. Il ne faut pas en mettre trop parce que la fiente de poule, c'est quelque chose qui est extrêmement riche en azote, mais c'est presque trop. Donc, il faut le mélanger. Mais par contre, effectivement, les poules
Les poules font partie intégrante du potager. On peut déjà, si on a la place, faire ce potager dans son verger. Mm. Les poules elles vont pas aller attaquer les arbres, contrairement aux brebis ou à d'autres animaux. Les poules, elles vont se balader dans le verger et elles vont manger tous les petits vers, tous les petits trucs qui auraient une idée spontanée d'aller manger des pommes plutôt, ou d'aller Mm. ou d'aller dans les arbres du verger. Donc les poules, elles protègent et elles enrichissent le sol quand elles sont en parcours comme ça. Alors après, nous, ce qu'on fait à la ferme urbaine de Clermont, c'est au printemps, là, bientôt, allez, dans 3 semaines, un mois, toutes les petites parcelles sur lesquelles on a mis du fumier, on étale le fumier, on le laisse passer l'hiver, que ça pénètre et que ça commence à se déliter. Et ensuite, on met du parc mobile. Donc, du parc mobile, c'est pas du grillage, c'est du filet. Enfin, on trouve une solution pour parquer les poules sur cette parcelle. Et là, on lâche les poules pendant 3-4 jours sur la parcelle. Après, il n'y a plus besoin ni de labourer, ni de faire quoi que ce soit. Elles ont tout cassé les brins de paille, elles ont tourné les trucs, et en fait, elles ont préparé le sol. Elles vont passer leur vie pendant 3 jours à gratter pour trouver des vers en surface. Mm. Ce Mm. qui va en faire remonter d'autres du sol, puisque la nature a horreur du vide et que ça se renouvelle au fur et à mesure. Et ce qui fait qu'au bout de 3-4 jours, ben, on a une surface avec une terre parfaitement euh, homogène, allégée, aérée. Et on n'a plus qu'à mettre nos petites mottes avec les plants dedans. Oui, et Et j'insiste néanmoins sur le fait que vaut mieux pas, on recommande fortement de ne pas laisser les poules entrer dans le potager. Par contre, une fois qu'on a fait les ah non, semis en plein été, parce que là, elles vont le détruire. oui, oui, non, ça, les poules, elles vont tout détruire, mais Ouais. avant, on les met avant, et c'est un bon allié pour faire du jardin. Les poules. Merci beaucoup, Laurent. Je regarde s'il y en a tout. Oui, pardon, Perrine. Ouais, j'aurais une petite question pour Laurent. Par exemple, bah, je pense que ça peut servir aussi aux établissements qui n'ont pas forcément un potager déjà installé, comme on en parlait tout à l'heure, ou pour les gens qui habitent en appartement. Genre, moi, typiquement, bah, j'ai pas de jardin, mais j'aurais de la place pour pouvoir installer quelque chose. Et quelles seraient les plantes ou les légumineux, enfin, peu importe, qui pourraient être facilement bah, cultivées dans une terre qui n'est pas forcément bonne. Qu'est-ce qui pourrait pousser le plus rapidement? Parce que moi, je suis une impatiente et j'aime voir le changement. Genre, je fais pousser de l'amande, ça c'est génial parce que bah, ça pousse vite et ça se renouvelle vite. Donc, qu'est-ce qui pourrait être facile à faire pousser avec peut-être dans une terre un petit peu hostile et avec un entretien pas génial, génial, quoi. Bah, il faudrait quand même que tu puisses mettre un peu un truc dans ta terre voilà, enfin, de mettre un peu de fumier, ou de rajouter un peu même de terreau. Ça y ferait pas de mal. Mais Ça se trouve facilement, Laurent. ah oui, ça se trouve très facilement. Et puis bon, enfin, dans n'importe quelle jardinerie, on peut acheter 60, c'est des 70 litres de terreau bio. Donc bon, il y a du substrat, mais il y a aussi du terreau qui est un peu alimenté ou enrichi en matière organique. Donc en fait, c'est c'est comme si tu avais mis du fumier, mais sauf que là, c'est prêt à l'emploi. Mais si tu as un peu de soleil sur un balcon, des tomates cerises, ça marche très bien. Des aromatiques, ça marche très bien. Tu peux mettre ton basilic avec les tomates. C'est un truc, c'est comme, voilà, il manque plus que la mozzarella, mais en fait, tomate basilic, ça va super bien ensemble. L'odeur du basilic va éloigner des insectes qui viennent sur les tomates. Au milieu de ça, même si tu as un petit bac où tu mets 2 pieds de tomates cerises avec du basilic, tu peux aussi mettre des salades sous les tomates. Elles vont très bien se plaire. Euh, Tu peux faire même pousser des patates sur un balcon. Ah ouais? Dans un seau, par exemple, ben, tu prends une patate germée et puis tu la mets dans un seau plein de terreau, et ben, ça fera un pied de patate, mais c'est rigolo. Enfin, il n'y a pas de. euh, on peut faire pousser plein de choses sur un balcon. Puis un balcon, c'est un peu un microclimat à lui tout seul. S'il y a un peu de soleil avec la réverbération, ça marche bien. Alors, les aromatiques, c'est bien parce que tu vas quand même éloigner beaucoup d'insectes qui, en ville, une fois qu'ils ont trouvé un truc qui leur plaît, ils se rameutent tous. Donc, mettre des choses odorantes. Le basilic, c'est bien. Bon, si tu as de l'amande, c'est bien aussi. C'est des choses. Ce qui est vraiment odorant, c'est quand même des choses qui protègent souvent. On peut mettre aussi du persil. Alors le persil, il faut le mettre dans une petite caisse, ça lève très bien.
Il faut veiller à ce qu'il soit bien mouillé tout le temps. Et puis, il ne faut pas s'inquiéter. Le persil, des fois, ça met plus d'un mois avant que ça sorte. C'est pas, mais ça vient très bien. Et bon, et puis c'est sympa parce que tu te fais une petite salade, machin, tu vas découper un bout de persil sur ton balcon. Et, et Et ça- genre carottes ou des choses comme ça, alors, c'est génial. carottes, tu peux essayer des carottes dans du sable. Du sable, ok. Du sable. Alors, il faut quand même que ce soit un peu profond. Mais genre, tu peux faire ça, tu sais, dans les caisses en plastique qu'on a tous pour ranger du bordel, les petites caisses voilà, en plastique. Là, tu mets du sable avec un peu de terre quand même, parce il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait un peu de quoi nourrir les carottes. Mais les carottes, quoi qu'il arrive, c'est compliqué. C'est comme les poireaux dont on parlait tout à l'heure. On imagine en se disant, bah voilà, les poireaux, les carottes, ben voilà, il suffit de. Non, non, mais c'est assez compliqué. Et à la limite, peut-être que dans un bac avec du sable, tu réussiras mieux à faire des carottes que dans un jardin. Parce que la carotte, c'est capricieux. Et puis, ça pousse vers le bas. Donc, dans le sol, s'il y a un petit bout de caillou, un truc pointu, etc., la carotte, elle va soit s'arrêter dessus, soit se découper dessus, soit être tordue. Alors après, à ramasser, c'est rigolo parce qu'on voit des carottes qui ont des formes pas possibles, et voilà. Mais d'un autre côté, souvent, ce qui se passe, c'est que la terre est trop dure, et les carottes, elles descendent un peu, elles font 1 centimètre, puis après elles s'arrêtent, elles épaississent, et puis c'est pas terrible, voilà. Mais je pense que dans une caisse avec du sable et un peu de terre, la carotte, on l'enterre pas. Euh, et on peut la mélanger avec des radis, parce que la carotte, les graines, elles sont minuscules. Donc même si on en met très peu au creux de sa main pour les mettre à plat sur la terre, on en met toujours trop. Il y en a de toute façon toujours trop. Donc il faut la mélanger avec des choses qui vont pousser un peu de la même façon, mais plus vite. Donc les radis, c'est très bien. Alors, un conseil que je pourrais te donner ou aux gens qui veulent mettre des carottes comme ça, c'est de prendre du marc de café, de mettre un petit peu une pincée de son sachet de carottes dans le marc de café et rajouter aussi des radis et de se faire des espèces d'unités comme ça, une petite boule mélangée. Et ensuite, on l'étale en surface. Il faut que ce soit en surface. Les carottes, on les laisse en surface et on les tapote avec une planche ou un truc plat pour que ce soit bien juste tassé. Et il n'y a pas besoin, la graine, quand elle va s'ouvrir, elle va descendre naturellement. Et comme Merci ça, Laurent. Ouais. Merci pour pas tes trop. conseils. Merci. Alors, et je vais me permettre d'utiliser 5-7 minutes avant 15h30 pour répondre aux questions d'ordre organisationnel et évaluation un petit peu administratif sur la Coupe de France du potager. Et je reviendrai ensuite, si on a quelques minutes qui restent, sur une ou deux questions qui ont été posées encore sur Facebook. Mais je tiens à remercier Laurent, les questions, l'énergie de Perrine, la précision aussi de tes réponses, Laurent, c'est vraiment chouette. Et je sens que les enseignants, les jeunes et les adultes qui participent à la Coupe de France du potager vont vouloir te reposer plein de questions et on en est ravis. Merci beaucoup de tout ça. Est-ce qu'il y a un sujet pour certains sur le droit à l'image, comme c'est le cas pour Léonard Gilbert qui nous pose la question? La moitié des élèves de la classe n'ont pas l'accord pour le droit à l'image. Est-il possible de vous envoyer que des photos des élèves au travail de dos? Avez-vous des plans pour obtenir des graines? Ah, pardon, il y a deux questions en une qui n'ont rien à voir. Des plans pour obtenir des graines, bonne remarque. Oui, on est en discussion avec Cocopelli sur un partenariat autour des graines. Vous êtes aussi livré à vous-même dans le sens où si vous avez des solutions un peu créatives pour obtenir des graines, que ce soit d'agriculteurs urbains ou agriculteurs tout court autour de vous, la diversité des graines, des semences, nous la privilégions. L'organique, le naturel également. Et aussi, c'est quelque chose qui peut être fait grâce à de la générosité d'une collectivité territoriale qui a ses espaces verts aussi, qui peut aussi peut-être fournir une petite avance sur les achats. Mais il y a, nous, ce qu'on a réussi à faire aussi ici à la ferme Landestini, c'est tout simplement des échanges avec des voisins, avec des agriculteurs, en fonction du milieu. Hein. La question, elle vient de Evermeux en Seine-Maritime.
Mais la France est remplie d'agriculteurs et de personnes qui ont des savoirs sur les graines, sur ce qui marche bien sur ce territoire, et donc nous l'encourageons. En tout cas, nous reviendrons vers vous sur aussi le partenariat avec Cocopelli qui privilégie justement la diversité des graines, mais que vous pouvez aussi acheter directement chez eux, parce que c'est comme ça que nous avons fait. Il y a aussi des réseaux de paysans, etc. Sur la question du droit à l'image, oui, je t'en prie, Laurent, je t'en prie. Voilà. Ah, ok. Sur le droit à l'image, envoyer des photos des élèves au travail de dos, on ne va pas l'exclure, hein, il faut être pragmatique. Nous demandons dans le règlement de vous engager sur soit obtenir le droit à l'image de tout le monde, soit ne pas nous envoyer de photos d'enfants qui n'ont pas donné ce droit à l'image, signé cette autorisation, soit de nous signaler quels enfants ne pas, entre guillemets, montrer dans des... Donc, on se repose sur vous, mais on ne prend pas cette responsabilité, sinon ce serait trop difficile. Vous êtes nombreux participants. Donc, nous incitons là-dessus que c'est la responsabilité de l'enseignant ou de l'adulte référent de chaque équipe de respecter cela. Mais oui, si il s'agit de photos des élèves au travail de dos, dans le pire des cas, nous n'allons pas nous en opposer. Je parle sous contrôle de Nelsina da Silva qui connaît bien ce sujet. Si je me suis trompé, n'hésite pas à me dire. Je continue. Sinon, nous allons, dans la mesure où nous ne sommes pas disponibles sur le live, oui, sur Facebook, est-ce que possible d'avoir un retour sur les questions posées? Et j'ai eu la question aussi, est-ce qu'on pourra le voir en replay? Absolument. Nous avons enregistré tout ce live. Si je ne me trompe pas, oui, je vois l'enregistrement toujours en cours. Donc, nous allons l'envoyer à tous les participants pour pouvoir vous permettre de l'écouter et de voir les questions et les réponses que vous aurez loupées. Concernant les prix de la Coupe de France du potager, doit-on se concentrer sur un des prix? Par exemple, j'apprends et je partage, ou bien mieux vaut travailler sur les caractéristiques de chaque prix? En général, notre équipe aimerait savoir comment se fait la notation des jardins. Très bonne question. Et c'est important que nous ayons ces questions aussi pour se rendre compte de là où on peut encore affiner la communication. Concentrez-vous sur l'ensemble des prix qui sont des critères. C'est-à-dire que vous avez 7 critères, d'accord? Si vous avez un petit potager, moins de 10 mètres carrés ou moins, il faut qu'il fasse au moins 6 mètres carrés, d'accord? Vous êtes aussi dans une catégorie en tant que telle, c'est-à-dire qu'on prend en compte le fait que si vous n'êtes pas en capacité de faire un potager du tout très grand, nous allons dans chaque catégorie, d'accord? Chacune des catégories, maternelle, école primaire, collège, lycée et société civile, il y a une catégorie et des prix, des notes pour ceux qui auront fait un petit potager. Donc ça, c'est le premier point. Et sinon, les 7 autres critères, par exemple, j'apprends et je partage, ou dit biodiversité C carré, qui valorise la biodiversité et la diversité vraiment des graines, par exemple, et des plantes, ou alors celui qui nourrit le plus. Parce qu'effectivement, on ne va pas non plus ne pas avoir un prix pour le potager qui a été particulièrement productif. Évidemment, cela tenant compte du territoire. Donc, ne vous inquiétez pas encore une fois si, en juin, évidemment, votre potager, dans une altitude très élevée, avec pas beaucoup d'ensoleillement, etc., ou de chaleur, ne produit pas autant que celui vous allez être évalué tenant compte de ce territoire. Donc, le jury est très intelligent, entre guillemets, là-dessus. Ces prix-là et ces critères, plutôt, vous allez recevoir une note pour chacun. Évidemment, si vous pensez que vous avez une meilleure chance de remporter le prix J'apprends et je partage, c'est-à-dire je communique autour de moi sur le potager, sur la démarche, eh bien, vous avez de meilleures chances d'avoir une note élevée, jusqu'à 10 sur ce critère. En revanche, nous ne préconisons pas simplement vous focaliser sur un ou deux critères et avoir très très peu d'engagement sur les autres. Pourquoi? Parce que vous allez aussi avoir une note globale qui est une agglomération, une somme de vos notes dans tous les critères. Et ces notes globales, c'est ça qui permet de potentiellement être l'équipe championne de la catégorie. Donc, vous avez la chance, l'opportunité de remporter un prix avec la meilleure note parmi votre catégorie dans un prix, c'est-à-dire l'équipe qui a le mieux fait de l'esthétique de son potager. On trouve que c'est le plus beau.
parmi les écoles maternelles, par exemple, dans cette catégorie-là, eh bien, oui, vous remportez ce prix-là. Et peut-être que vous aurez une mauvaise note dans le fait de ne pas avoir partagé avec le monde autour. Mais vous avez aussi une note globale. Donc, voilà, c'est pour répondre à cette question. Et de manière générale, comment se fait la notation des jardins? Eh bien, ce qui est un plaisir pour nous aujourd'hui, c'est de vous faire un premier retour sur l'évolution de la Coupe de France du potager. On a lancé ce projet en imaginant un objectif simple d'une trentaine de participants. Nous avons aujourd'hui, je peux vous dire en direct, puisque je vais réactualiser la page, parce que ça monte littéralement toutes les minutes, nous avons 126, je crois, 126 participants, ce qui est une vraie réussite et nous tenons à féliciter toutes les écoles, toutes les associations et structures de jeunesse qui se sont inscrites. Et nous en sommes ravis. Ce qui veut dire par contre que notre jury, qui sera d'ordre d'une trentaine, quarantaine de personnes, ne va pas peut-être évaluer chaque potager et vos rendus avec en y passant tout le printemps. Donc, dans l'esprit de partage de valeurs, ou plutôt des valeurs de partage, d'entraide, de transparence, qui sont celles de Landesny, vous allez d'abord procéder à votre propre auto-évaluation et avec aussi un système peut-être de pairs dans votre territoire, c'est-à-dire que vous allez aussi évaluer une équipe voisine de votre territoire après avoir fait cette auto-évaluation. Et le jury va ensuite évaluer celles qui sortiront du lot, si je puis dire, via les notes globales de ces 7 critères. En faisant cela, nous sommes aussi dans la volonté, et nous allons vous transmettre la grille d'évaluation. Et nous allons vous le transmettre avant fin février, avant la fermeture, ou plutôt, excusez-moi, lors de la fermeture des inscriptions le 15 mars, ce qui va vous permettre d'avoir littéralement tous les critères dans leurs détails sur comment faire en sorte d'avoir les meilleures notes possibles. Donc, c'est complètement dans la transparence, c'est dans l'entraide, c'est dans l'auto-évaluation et ensuite une évaluation globale par un jury. Et il y a plein de prix à gagner. Il y a seulement, par contre, 4 équipes championnes qui peuvent avoir accès au lot que nous avons mis sur le flyer, à savoir l'équipe gagnante et des gagnantes dans un reportage de TF1. Ensuite, une de ces 4 équipes qui visitent la ferme Landesny Chinon-Rochoir, une des équipes qui est dans l'émission en live sur notre chaîne TV, Landesny TV, dans l'émission Coupe de France du potager. Et en revanche, nous nous engageons à, par contre, accompagner les 4 équipes championnes dans une démarche de pédagogie sur l'alimentation durable toute une année scolaire, qui est notre projet phare depuis 2 ans dans l'éducation, qui est Champion Alimentation Durable et Biodiversité. Et cela, c'est pour les lots des 4 équipes championnes. Et un dernier mot sur le jury, c'est que nous allons le dévoiler avant mi-mars. Et nous invitons aussi chaque collectivité territoriale et chaque académie qui est partenaire de la Coupe de France du potager, c'est-à-dire qui a accepté de relayer cet appel à participation à son réseau associatif et à son réseau d'établissements scolaires, à avoir un membre dans le jury. Pourquoi est-ce que nous proposons cela? C'est pour que chaque territoire ait aussi, d'une certaine manière, un représentant et qu'il y ait une prise en compte des différents territoires en France, dont les territoires d'outre-mer, pour qu'il y ait le plus d'égalité et de équité possible dans cette évaluation. Dernier point, vous allez faire un rendu à la fin de la Coupe de France du potager avec cette grille que nous allons vous fournir à partir du 15 mars et nous vous encourager cependant à faire une vidéo. Et grâce à cette vidéo, nous allons aussi, nous pensons, alors, on voit un petit peu le nombre de participants, mais on s'adaptera, on trouvera la solution pour qu'il y ait aussi le coup de cœur à la fois du jury, mais un coup de cœur du grand public et que nous diffusions ces vidéos au grand public pour que lui aussi choisisse ses équipes préférées. Donc voilà comment on fait l'évaluation et je crois avoir répondu à toutes les questions. Et avec 1 minute qui reste, je tiens vraiment à féliciter et à remercier Perrine Lafont, Laurent Rohr de tout leur temps aujourd'hui, de l'énergie positive que vous apportez à ce projet. C'est un projet qui a pour objectif de donner espoir à la jeunesse, mais aussi aux établissements scolaires, aux enseignants, aux familles, à toutes les associations, avoir une dimension intergénérationnelle, on vous l'encourage, la créativité dans votre démarche, mais surtout se reconnecter à la nature au quotidien.
Nous sommes vraiment touchés de lancer ce projet, d'avoir fait cette séance avec vous aujourd'hui. C'est la première de nombreuses séances jusqu'à fin mai quand on clôture un petit peu la démarche et 1 ou 2 semaines avant qu'on annonce les lauréats, mi-juin. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire à Coupe de France du Potager @landestiny.org. Et le dernier élément, c'est commencer déjà à prendre des photos. Commencez déjà à prendre des photos du lieu de votre potager pour qu'on ait un avant et un après et envoyez-les tout simple à photo.coupedefrancedupotager@gmail.com. photo.coupedefrancedupotager@gmail.com. Je pense que c'est la bonne adresse mail, sinon on corrigera ça par mail à vous tous. Mais n'hésitez pas à nous envoyer des photos et à très très bientôt. Prenez soin de vous dans ce contexte et prenez aussi plaisir à mettre les mains dans la terre. À très bientôt tout le monde et à très bientôt dans le potager.